Bonjour Marine Cognan, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct du palais de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au plateau. Les 255 députés, après 3 mois de vacances parlementaires, retrouvent l'hémicycle pour la session ordinaire 2023. Et pour marquer cette rentrée, une cérémonie solennelle qui enregistre la présence effective des plus hautes autorités ivoiriennes avec à leur côté des présidents d'Assemblée nationale de plusieurs pays. À mes côtés, j'aurai moi un consultant. C'est M. Éric Kouadio, directeur de la législation et de l'assistance aux commissions. Monsieur Kouadio, bonjour. Bonjour, M. Digri. Alors, première question, que représente l'événement de ce jour dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023 est une cérémonie solennelle d'ouverture qui est prévue par la Constitution. C'est le premier acte qui marque l'ouverture des travaux parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Cette cérémonie se veut à la fois solennelle et festive dans la mesure où plusieurs personnes, des invités de marque, sont conviés au cours de cette cérémonie pour partager cet instant avec les députés. D'accord, vous avez parlé d'invités de marque. Ils sont autour de 15 présidents d'Assemblée nationale qui ont effectué les déplacements sur 28 délégations. C'est la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on arrive à atteindre un tel quota d'invités de haute qualité, ce qui démontre de l'efficacité de la diplomatie parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Barrow, qui, dès son élection au poste de président de l'Assemblée nationale, n'a eu de cesse d'entreprendre des démarches et de renforcer la diplomatie parlementaire, qui a permis de faire plusieurs voyages à l'extérieur et d'entretenir des relations avec différents parlements. C'est un peu le fruit de cette activité. Alors, M. Kouadio, la session ordinaire 2023 s'ouvre ce jour, mais il faut également dire qu'il pourrait avoir, en fonction de l'évolution de la situation des sessions extraordinaires qui pourraient être également convoquées. C'est prévu dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 3 types de sessions. Nous avons la session ordinaire, celle qui commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et qui se termine le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Nous avons la session extraordinaire qui ne peut être convoquée que pendant les 3 mois liés à l'été, c'est-à-dire entre la période de janvier, février, mars, et sur les convocations du président de l'Assemblée, du président de la République. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les sessions de plein droit. Les sessions de plein droit, ce sont des sessions qui sont convoquées pour des circonstances exceptionnelles, telles que la déclaration de guerre ou bien la délibération de l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence. D'accord, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans le fonctionnement normal. Il faut dire que les députés se réunissent en commission et en séance plénière. Ils prennent part au congrès. Les réunions des commissions portent sur l'examen de tous les projets ou propositions de loi ou sur toute question entrant dans leur champ de compétences. La séance publique ou séance plénière est une réunion de l'ensemble des députés, n'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est une séance à laquelle tous les députés prennent part. Elle a comme objectif de permettre aux députés d'être au même niveau d'information que les commissions techniques qui ont eu à analyser le test en premier temps. Parce qu'au début, dans la procédure, il y a d'abord l'examen qui se fait en commission. Et après l'examen en commission, il y a l'adoption du rapport qui se fait par la commission. Et maintenant, la commission vient rendre compte en séance publique où l'ensemble des députés prennent part aux délibérations. Et véritablement, c'est au cours des séances publiques que le test est véritablement débattu et pour lequel il est adopté. Et une fois qu'il est adopté, c'est maintenant qu'il peut sortir de l'Assemblée nationale pour partir au Sénat dans le cadre de la navette. D'accord, il y a également le congrès qui est l'instance qui réunit l'Assemblée nationale et le Sénat. Il se réunit, lui, à la demande du président de la République. Oui, effectivement, le congrès se réunit à la demande du président de la République, par exemple dans le cadre d'une révision constitutionnelle ou bien dans le cadre de la présentation de l'état général de la nation, c'est-à-dire l'état, le niveau de développement. Lorsque le président veut faire la synthèse de toute la politique qu'il a mise en œuvre devant les députés pour avoir leur assentiment, qu'ils aient une bonne perception de ces orientations.
D'accord, voilà qui est clair. Alors on sait qu'au cours de l'année 2022, l'activité législative a noté 65 projets de loi qui ont été votés, dont 26 projets de loi ordinaires, 13 projets de loi de ratification d'ordonnances, 15 projets de loi de ratification de conventions internationales pour cette session unique qui s'ouvre ce premier jour du mois d'avril, qui s'achèvera le dernier jour ouvrable du mois de décembre. A-t-on une idée de ce qui sera sur la table des députés au cours de ces 9 futurs mois de travail? Pour ces 9 futurs mois de travail, pour l'instant, sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous avons 15 projets de loi. Ces 15 projets de loi touchent un peu tous les domaines de la vie des populations. Il s'agit notamment par rapport au fait que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2023 comme année de la jeunesse. Il y a un projet de loi relatif à l'orientation de la jeunesse qui traite de l'employabilité des jeunes, qui sera sur la table des députés. Ensuite, il y a le projet de loi relatif au statut général de la fonction publique. Il y a le statut du corps diplomatique. Il y a également le projet de loi relatif au code de l'eau et celui relatif au code de l'environnement, qui sont des projets de loi majeurs qui impacteront de façon durable la vie des populations et les orientations en termes de stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. D'accord, donc on retient 15 projets de loi. Effectivement. Sur la table des députés. Pour l'instant, c'est-à-dire au fur et à mesure, les projets vont arriver. Mais pour l'instant, nous avons 15. Et donc, au fur et à mesure, chaque fois que le gouvernement saisit l'Assemblée nationale, on aura encore de nouveaux projets de loi qui seront enregistrés. D'accord, nous sommes en 2023, une année électorale. On aura l'organisation des élections locales, les municipales et les régionales. Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur la vie de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en termes de projet de loi ou de fonctionnement? En ce qui concerne l'impact de la période électorale qui est prévue pour cette année, il est bon de retenir que les députés sont des agents politiques, sont des hommes politiques. Donc de ce fait, ils sont déjà concernés par les actions relatives aux élections. Premièrement, ils peuvent être des agents de facilitation au niveau de l'apaisement de l'environnement politique. Ils peuvent contribuer efficacement à la réconciliation, tout comme ils peuvent aider à améliorer le climat politique pour aboutir à des élections apaisées. Et ça, c'est quand même des actes importants en tant qu'acteurs politiques. Mais à côté de cela, il faut prendre en compte le fait que les députés peuvent, parmi eux, certains peuvent postuler pour certains de ces postes. Donc, par rapport à cela, nous allons prendre en compte ces éléments-là dans l'organisation du programme de travail, par rapport au fait qu'ils ont ce double rôle-là, à la fois politique comme élément catalyseur pour la réconciliation, pour l'apaisement au niveau de l'entente politique entre les acteurs, et en même temps la possibilité pour eux de pouvoir prendre part à ces joutes. D'accord, merci. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que nous sommes en direct du palais de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au plateau. Et les députés ivoiriens, après les vacances parlementaires, retrouvent l'hémicycle pour l'ouverture officielle de la session ordinaire 2023. Alors, M. Kouadio, on le sait, le 27 décembre dernier, lorsque les députés partaient en vacances parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, leur avait demandé de mettre à profit cette période pour expliquer aux populations les lois votées au Parlement au cours de la session écoulée. Les députés se sont-ils attelés à cette recommandation? Effectivement, je peux, par les retours qu'on a eu des différents députés après les séances qu'ils ont eues sur le terrain dans les différentes localités, on peut affirmer qu'effectivement, ils se sont mis à la tâche dans la mesure où ils ont pris sur eux, à la fois en termes de temps et financièrement, de pouvoir... Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Appliquer cette recommandation. Nous écoutons le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle un point unique, à savoir ouverture de la session ordinaire de l'année 2023 de notre Chambre. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté.
Mesdames et Messieurs les députés, après une période de vacances de 3 mois qui nous aura permis d'aller au contact de nos électeurs pour les informer des activités parlementaires menées au cours de l'année 2022, nous nous retrouvons ce matin, conformément aux dispositions de notre loi fondamentale, pour l'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023 de notre institution parlementaire. L'ouverture de cette session ordinaire restera gravée dans notre mémoire parce qu'elle est historique. Elle voit la participation de plusieurs présidents de parlements nationaux et d'organisations internationales. Je voudrais, en votre nom, mais aussi au nom de la Côte d'Ivoire, exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des présidents et des chefs de délégation qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Il me plaît de remercier Ses Excellences Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de la République française, notre invitée d'honneur. Merci, cher ami. Madame Mapisa Nkakula, présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud. Chère sœur, notre invitée spéciale. Madame Donatille Mukabaliza, présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Chère sœur. Monsieur Brahim Bougali, président de l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie. Merci, cher frère. Monsieur Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci, cher frère. Madame Carolina Cerqueira, présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Angola. Monsieur Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci. Monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Merci. Monsieur Gelazé Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi. Merci, cher ami. Monsieur Ostelino Correa, président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Monsieur Simplice Mathieu Sarandji, le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine. Merci, cher frère. Monsieur Seni Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Monsieur Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de Djibouti. Monsieur Cipriano Kassama, président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau. Madame Yawa Djibodi Segan, qui est en route, présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Elle est en route parce qu'elle a décollé du Togo ce matin, mais on peut l'applaudir. Pareil pour le président de l'Assemblée nationale du Gabon, M. Faustin Bokoubi, qui a atterri à 10 heures et qui est en route, mais on peut l'applaudir. M. Dansa Kourouma, président de l'Assemblée, président du Conseil national de transition de la Guinée. Enfin, les différents vice-présidents, M. Joseph Osei Owusu, vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana, M. Mbata André, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, M. Benoma Hassan, vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, M. Roland Bouti Viodo, vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo-Brazzaville, M. Sangalé Rondo Crispin Jem,
sénateur de la Guinée équatoriale. Madame Talla, épouse Diarra Raki, vice-présidente du Conseil national de transition du Mali. Docteur Khadija Adoum Atime, deuxième vice-président du Conseil national de transition du Tchad. Monsieur François Angon Doutoumé, quatrième vice-président du Parlement panafricain. Madame Bakali Kolani Yobate, vice-présidente du CIP UEMOA. Monsieur Bruno Fuchs, secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire francophone. Enfin, monsieur Idi Gado Boubacar, secrétaire général de l'Union parlementaire africaine. Mesdames et messieurs les députés distingués invités, je voudrais vous annoncer que parmi nos invités, certains vont donc prendre la parole pour nous livrer un message. Il s'agit en premier du président, M. Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Chers frères, vous avez la parole. Voilà, après le discours de bienvenue du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous aurons droit à une série d'allocutions. Le premier discours sera prononcé par Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal depuis le 12 septembre 2022. Il est également maire de la commune de Richard Toll, dans le nord du Sénégal. Il a fait ses débuts politiques en 2008 avec la création de l'Alliance pour la République par Macky Sall. En juillet 2012, Amadou Mame Diop a été élu député sur la liste départementale de Dagana de la coalition Benno Bokk Wakar, dont il est membre du groupe parlementaire. Il est au cours de son mandat membre du comité interparlementaire de l'UEMOA. On écoute monsieur Amadou Mame Diop. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Cour des rois et des chefs traditionnels, Monsieur le ministre d'État auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les Présidents d'Assemblée de l'APF, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers chefs de mission diplomatique, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole devant cette auguste assemblée, j'ai tout naturellement commencé par évoquer la République jumelle pour traduire au propre comme au figuré la communauté de destin unissant les peuples ivoiriens et sénégalais sur la trame de l'histoire. Le socle solide de la géographie, la richesse de la culture et la vitalité du cheminement. En me conviant à ce rendez-vous solennel empreint d'amitié forte, de fraternité généreuse et de solidarité agissante, vous me donnez ainsi l'occasion de communier avec la famille ivoiro-sénégalaise. Dans cette pure tradition d'accueil chaleureux et d'hospitalité généreuse. Au demeurant, ce sont là amitié, fraternité, solidarité, les sèves nourricières qui irriguent les relations fécondes que le Sénégal entretient profondément avec la Côte d'Ivoire. C'est donc un immense plaisir de me trouver sur cette terre si belle, si luxuriante, si accueillante, si chaleureuse, si fidèle à sa devise « Union, discipline, travail ». C'est pourquoi je voudrais vous exprimer du fond du cœur ma profonde gratitude pour cette marque authentique de confiance, d'estime et d'attachement fidèle aux liens étroits, divers et solides existant depuis si longtemps entre les peuples sénégalais et ivoiriens. Liens qui vivifient chaque jour davantage les présidents, ses excellences, Messieurs Alassane Ouattara et Macky Sall, architectes de l'émergence de leur pays, locomotives de l'intégration sous-régionale et régionale, artisans d'une Afrique des solutions pour reprendre la formule du président Macky Sall. Leur combat inlassable pour une nouvelle gouvernance économique,
financière, commerciale, diplomatique, écologique, sécuritaire, plus juste, plus équitable, plus efficace, mérite d'être soulignée à cette occasion. Leur initiative en faveur de la santé, de la souveraineté agricole, du développement des infrastructures, du décollage énergétique et industriel, de la sécurité illustre parfaitement leur vision et action pour une Afrique émergente. Prenant en main son destin dans un monde ouvert, inclusif et équilibré, du reste, ce n'est pas un hasard à nos yeux que l'un, le président Macky Sall, préside le comité de haut niveau paix et sécurité, l'autre, le président Alassane Ouattara, le comité de haut niveau pour le développement des infrastructures au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Conjuguent leurs efforts soutenus pour l'édification d'un espace communautaire homogène, prospère et pacifique. C'est dire la joie profonde ainsi que la fierté légitime que je ressens dans cette lancée pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les chaleureuses, fraternelles et respectueuses salutations du président Macky Sall, de son gouvernement et du peuple sénégalais tout entier au président Alassane Ouattara, ainsi qu'au peuple jumeau ivoirien et à son gouvernement. Recevez également, Monsieur le Président, honorables députés, ces vœux ardents de succès continu dans votre noble mission au service de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du continent, sans oublier la féconde coopération interparlementaire dont je salue le dynamisme. C'est dans le même esprit, parlant du continent, qu'il m'a également chargé de renouveler ses vifs remerciements à son grand frère, le président Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble de ses pairs pour la confiance accordée et le soutien apporté durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers grands frères, je ne saurais terminer sans vous réitérer mes plus vives félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette auguste institution avec 97,53% des voix exprimées, reflet fidèle d'un fort consensus à l'endroit d'un homme de dialogue, d'ouverture, de tolérance, un homme attaché aux nobles valeurs de paix, de liberté, de solidarité, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Mais ce qui force le plus l'admiration en vous, c'est la générosité des efforts que vous ne cessez de déployer avec talent et constance pour la vivification de ces valeurs fortes qui cimentent l'âme de nos États, inspirent notre marche commune en faveur de l'intégration et fécondent notre vie interparlementaire. Le protocole cadre portant sur la coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Assemblée nationale du Sénégal se nourrit de partenariats dynamiques interparlementaires. Il s'inscrit parfaitement dans notre engagement résolu à consolider la coopération interparlementaire, levier incontournable en faveur du renforcement de la démocratie parlementaire. À la primauté de l'état de droit, au respect des droits fondamentaux de l'homme, l'homme étant au début et à la fin de tout développement, pour traduire la philosophie humaniste qui nous inspire dans la diplomatie parlementaire, si chère à nos cœurs et à nos esprits. Je le réaffirme avec force, Monsieur le Président, nous voulons ensemble, main dans la main, rester fidèles à cette philosophie qui nous est commune et qui est au fondement de notre démocratie pluraliste, respectueuse de toutes les libertés et garantissant la séparation des pouvoirs, favorisant le plein épanouissement des citoyens dans une société harmonieuse. Cela ajoute
à la beauté de votre geste en m'invitant à cet hymne harmonieux à la fraternité humaine après votre mémorable intervention lors de la session de clôture le 30 juin 2022 du haut de la tribune de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui par ma voix adresse ses plus chaleureuses salutations à sa jumelle de Côte d'Ivoire. Soyez-en infiniment remerciés avec nos vœux ardents de paix, de bonne santé, de longévité et de succès à votre auguste Assemblée, au moment où elle s'ouvre sous la bénédiction d'un double signe divin, Pâques, Ramadan. Que cette lumière divine continue d'éclairer votre prestigieuse institution au moment où elle ouvre solennellement sa session ordinaire 2023. Et par-delà ce grand pays, frères et amis, ce couple inséparable ivoiro-sénégalais dans une Afrique unie et prospère, un monde de paix, de justice et d'équité. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'allocution du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, qui est revenu sur les liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Invité le président de l'Assemblée nationale du Niger, M. Seyni Oumarou. Le second intervenant est M. Seyni Oumarou. Il est président de l'Assemblée nationale du Niger depuis le 24 mars 2021. Il est diplômé en gestion à l'École supérieure de commerce de Lyon. C'est en 1995 que commence sa carrière politique en tant que conseiller spécial du Premier ministre de l'époque, Hama Amadou. Entre 1999 et 2004, il a été ministre du Commerce, puis de 2004 à 2007, ministre d'État, ministre de l'Équipement. Je l'ai dit, et tantôt, depuis le 24 mars 2021, il est président de l'Assemblée nationale du Niger. Il est le second intervenant. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Président et cher frère Adama, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents du Parlement, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues députés, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon propos, remercier l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour toutes les prévenances dont ma délégation et moi-même sont l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Abidjan. Laissez-moi ensuite, au nom de l'Assemblée nationale du Niger, réitérer mes sincères félicitations à mon frère et ami, le président Adama Bictogo, pour sa brillante élection à la tête de votre auguste institution. Je suis convaincu qu'il doit un tel honneur aussi bien à ses grandes qualités humaines, faites de charisme, de sagesse et de pondération, qu'à sa grande expérience de la vie publique ivoirienne qu'il a personnellement contribué à renforcer. Son parcours personnel et sa sincérité politique l'ont assurément préparé à cette haute fonction. Mon souhait le plus ardent est qu'il puisse conduire avec succès sa mission afin que l'action législative contribue davantage au raffermissement de l'État et à l'épanouissement de tous les Ivoiriens. Monsieur le Président, je suis ici avec ma délégation, porteur du salut fraternel de mes collègues députés nigériens, car je ne saurais me dérober à l'aimable invitation qu'il vous a plu de m'adresser. Vous l'aviez fait parce que vous le deviez en vertu de ce qui unit nos deux pays. En effet, depuis toujours, le Niger et la Côte d'Ivoire ont cheminé ensemble au gré des péripéties de l'histoire, toujours en partageant la même vision sur les événements, toujours en poursuivant les objectifs similaires de paix, de démocratie et de développement. C'est ainsi qu'avec 3 autres pays amis, le Niger et la Côte d'Ivoire travaillent à améliorer l'efficacité de la plus vieille organisation politique sous-régionale, le Conseil de l'Entente.
C'est ainsi qu'ensemble, ils œuvrent pour que l'UEMOA et la CEDEAO atteignent les objectifs d'intégration qui leur sont assignés. C'est ainsi qu'ensemble, avec d'autres pays amis, ils travaillent à donner à l'Union africaine les moyens de ses ambitions. Mais Monsieur le Président, chers frères, au-delà du compagnonnage dans les organisations sous-régionales, je voudrais rappeler que l'amitié entre nos deux pays doit beaucoup à la proximité humaine et culturelle entre nos deux peuples. Tirant les conséquences de cet état de fait, nos dirigeants d'une génération à l'autre ont toujours entretenu des relations d'amitié des plus suivies. Aujourd'hui, la flamme de cette amitié historique se trouve vivifiée par les rapports de confiance mutuelle, de considération partagée entre les présidents Mohamed Bazoum et Alassane Ouattara. Grâce à la commune volonté de ces deux hommes d'État de bâtir des États solides autour d'institutions fortes dans une sous-région ouest-africaine intégrée, ils sont nombreux, nos compatriotes respectifs, à s'établir librement dans l'un ou l'autre de nos deux pays. C'est vous dire alors combien je me sens ici, chez moi. Monsieur le Président, nous célébrons ensemble l'ouverture de la présente session alors que de par le monde se déroulent des faits et événements importants susceptibles de changer notre vécu quotidien à tous. Je voudrais d'abord évoquer la violente déflagration qui a éclaté dans une partie du monde avec laquelle l'Afrique a toujours entretenu des relations fort suivies. Je veux parler de cette guerre qui a fini par avoir des conséquences sur tous et sur chacun. Notre souhait, avec toutes les personnes de bonne volonté, est que s'arrête le déferlement de violence et de destruction qui s'observe actuellement sur le théâtre des opérations. Nous nous devons surtout d'appeler la communauté internationale à circonscrire cet incendie avant que de nouveaux foyers incontrôlables ne s'embrasent. Car ne n'oublions pas, le monde est devenu un village planétaire. Une explosion de violence de ce genre pourrait se propager de proche en proche. Monsieur le Président, je voudrais ensuite évoquer le terrorisme, dont les tentacules essaiment dans toutes les régions du monde, avec des dénominations différentes, mais toujours avec la même violence, le même cortège de désolation. Il s'agit là d'un défi nouveau que les nations civilisées doivent relever ensemble. Il faut tout mettre en œuvre en Afrique ou ailleurs pour que l'international terroriste ne parviennent pas à créer un État où ces lois de notre âge vont avoir cours. Dans notre zone géographique, il me semble qu'il est grand temps que les pays du littoral rejoignent ceux du Sahel pour organiser un système de riposte englobant le G5 Sahel. En l'occurrence, mon souhait est qu'à la diplomatie classique, l'on associe la diplomatie des peuples. Les parlements se doivent donc de prendre une part active dans la recherche des solutions aux problèmes que pose le terrorisme et les dérives qui l'accompagnent. Dans ce cadre, je propose que votre auguste institution s'associe avec les autres parlements de notre sous-région afin qu'un nouvel organe interparlementaire incluant le comité interparlementaire du G5 Sahel soit mis en place pour mutualiser les efforts parlementaires dans la lutte contre le terrorisme. Avec cette proposition, je voudrais, en vous renouvelant le salut fraternel des députés et du peuple nigérien tout entier, souhaiter que cette session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui atteigne tous les nobles objectifs que vous lui fixez pour le plus grand bonheur du vaillant peuple ivoirien. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter Madame Donatille Lukabaliza, présidente de la Chambre des députés du Rwanda.
Nous allons à présent écouter la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Elle est au perchoir de l'Assemblée nationale du Rwanda depuis le 3 octobre 2013, c'est-à-dire depuis 9 ans. Elle a travaillé dans plusieurs organisations internationales dans les domaines de la santé. Monsieur le Président de la République, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Assemblée, honorables parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités aujourd'hui. Tout d'abord, au nom de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda et de ma délégation et à mon nom propre, je voudrais remercier Son Excellence, M. Adama Bittogo, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour son invitation et pour l'honneur que vous m'avez accordé d'adresser cette auguste Assemblée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dans ce lieu hautement symbolique, l'incarnation de la démocratie. Merci, très chers frères. Je me permets donc de vous appeler chers frères, car c'est comme ça qu'au Rwanda, nous vous considérons, partant du rapprochement et des bonnes relations entre nos deux nations. Je vous transmets également les salutations fraternelles de vos collègues parlementaires du Rwanda. Je voudrais ensuite vous remercier, Excellence, vous personnellement et votre équipe pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions que vous avez mises en place pour notre séjour très agréable. Je voudrais vous assurer que vous avez réussi à nous faire sentir chez nous dès les premières heures de notre arrivée dans cette splendide capitale de votre pays. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, des rencontres comme celle d'aujourd'hui constituent en effet une opportunité pour nous parlementaires d'échanger et d'enrichir mutuellement tout en partageant nos expériences respectives. Partant de l'expérience justement, puisqu'on m'a assigné la tâche de partager le parcours de mon pays vers une reconstruction, la renaissance d'une nation et la résilience d'un peuple, je m'en vais de vous brosser brièvement les choix politiques qu'a fait le peuple rwandais au lendemain de la pire tragédie de l'histoire qu'est le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, dont je vous épargne les détails. En 1994, quand l'armée patriotique rwandaise dirigée par son Excellence, M. Paul Kagame, a stoppé le génocide et libéré notre pays, tout était chaotique et tout était prioritaire. Un pays où plus d'1 million de personnes avaient été tuées atrocement, le capital humain, social et physique détruit, plus de 2 millions de réfugiés, autour d'1 million de déplacés internes, des défis sécuritaires, les rescapés du génocide, majoritairement veuves et orphelins, vivant avec les blessures physiques et psychologiques, pour ne citer que cela. Comme l'a clairement souligné notre président, son Excellence, M. Paul Kagame, notre pays a fait 3 choix pour rebâtir la nation qui nous guide jusqu'à présent. L'unité, staying together, la responsabilité, being accountable, et penser grand et voir plus grand, thinking big. Notre unité est basée surtout sur l'abolition de toute forme de discrimination, le dialogue et le consensus, le partage du pouvoir, la gouvernance inclusive et la mise en place des programmes d'unité et réconciliation. Parlant de la gouvernance inclusive, nous avons choisi l'égalité du genre et la promotion de la femme, la représentation des femmes dans les instances de prise de décision de notre pays étant l'un des principes fondamentaux de notre Constitution. La représentation des jeunes et des personnes handicapées dans les différentes structures de la gouvernance, comme le Parlement et les différentes entités décentralisées, telles que prévues par les différentes législations, le partenariat avec le secteur privé, la société civile et autres partenaires en développement, dans la formulation des politiques, etc. Tout ce que nous faisons est centré sur les citoyens et la population a le devoir de participer activement au développement et à la transformation socio-économique de notre pays. Cette gouvernance inclusive a eu des résultats satisfaisants au point de vue développement socio-économique et respect des droits de la personne.
Mais nous avons encore un long chemin devant nous, vu les grandes ambitions que nous avons, mais en restant unis et en travaillant ensemble avec une même vision et une forte détermination d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, aucun défi ne peut être difficile à lever. Deuxièmement, la responsabilité et accountability, dont les piliers sont le gouvernement effectif, la gestion efficace et efficiente des fonds publics, la tolérance zéro à la corruption, la mise en place des fortes institutions de bonne gouvernance, la mise en œuvre d'un système efficace de suivi et évaluation. Les institutions de bonne gouvernance ont été mises en place pour amener les responsables à tous les niveaux à rendre des comptes aux citoyens. Ceci dans l'intention d'assurer une gestion efficiente et transparente des ressources dont le pays dispose. Je citerai en passant l'Office de l'Ombudsman, l'Office de l'Auditeur général, l'Office de la gouvernance, la Commission nationale des droits de la personne, la Commission de la fonction publique et bien d'autres. Permettez-moi de souligner le rôle combien important du Parlement dans tout ce processus en vertu de son mandat législatif et de contrôle de l'action gouvernementale qui s'assure que les fonds destinés aux différentes politiques, projets et programmes sont bien utilisés et atteignent les résultats attendus, en l'occurrence l'amélioration des conditions de vie et le développement des citoyens. Par ailleurs, en vue du développement national, de la promotion de la culture et de la restauration de notre dignité, nous avons mis en place des mécanismes de solutions endogènes en vue d'aborder les questions qui nous concernent. Je ne mentionnerai que quelques exemples, les travaux communautaires Umuganda, où les gens d'une même communauté s'asseyent et identifient ensemble leurs besoins et voir comment ils peuvent travailler ensemble sans recourir nécessairement au budget de l'État. Ce qui a contribué non seulement au développement socio-économique, mais aussi à la cohésion nationale. Je mentionne le dialogue national ou le Conseil national de Mushikiwabo, qui réunit le président de la République, les représentants des citoyens pour examiner les questions relatives à l'état de la nation et de l'unité nationale. Il y a la retraite des dirigeants, il y a des contrats de performance signés entre le président de la République et les dirigeants au niveau central et au niveau local. Et ces contrats de performance permettent de pouvoir assurer une gouvernance efficiente et efficace. Troisième choix, penser plus grand et voir plus loin, thinking big. Le pays a opté pour une ouverture sur le continent et sur le monde en général, car, ceci dit, aucun résultat ne saurait être atteint si chaque pays se fermait sur lui-même. Les initiatives visant l'intégration aux blocs économiques régionaux et continentaux ont donc permis aux pays de bénéficier et de faire partie intégrante des échanges socio-économiques et culturels de plus en plus élargis d'une façon globale. Permettez-moi de mentionner la zone de libre-échange continentale africaine qui a vu le jour au Rwanda en 2018 à Kigali et qui constitue un outil très important pour l'intégration économique et commerciale. Ceci m'amène à souligner le rôle crucial que joue l'esprit d'ouverture, la collaboration, le dialogue et la solidarité entre les peuples qui permettra à notre continent de parler d'une seule voix pour sa crédibilité sur la scène mondiale. Cependant, à l'heure où le monde est devenu comme un village, ne dit-on pas souvent, le chemin à parcourir reste encore long et semé de pas mal d'embûches. Les défis à affronter sont énormes, que ce soit au niveau interne ou global. Je citerai entre autres les problèmes liés au changement climatique, les pandémies, les crises économiques et j'en passe. Mais sans doute, en nous joignant aux autres nations et en nous inspirant des bonnes pratiques d'ailleurs, rien ne devrait être une fatalité. Permettez-moi de conclure par les mots du président de la République du Rwanda, son Excellence, M. Paul Kagame, lors du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie, en novembre 2022. Je cite, « Les temps ont changé et l'unité économique de notre continent est plus importante que jamais. On n'a pas fait tout ce long chemin pour finalement ralentir. Maintes fois, l'importance de travailler ensemble s'impose. Personne ne peut réussir tout seul. » Fin de citation. Excellences,
Chers collègues, je profite de cette occasion pour remercier nos frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs qui ont toujours été à nos côtés et qui continuent à soutenir nos efforts pour la construction d'un pays et un continent meilleur où il fait bon de vivre. À vous, chers honorables parlementaires, jouons pleinement notre rôle de véritables représentants du peuple. Montrons-nous à la hauteur des attentes de nos électeurs. Vive la coopération entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Vive les échanges parlementaires. Vive la solidarité africaine. Je vous remercie de votre attention. Au Rwanda de renaître de ses cendres après le génocide. Voici ce que nous pouvons retenir du discours de Donati Mukabaliza. De l'Assemblée nationale populaire de l'Algérie. À présent, nous allons écouter le 4e intervenant de cette cérémonie de session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, sachez tout simplement que M. Brahim Bougali est président de l'Assemblée nationale d'Algérie depuis juillet 2021. السيد رئيس المجلس الوطني بجمهورية كوت ديفوار، السيدات والسادة رؤساء الجمعيات البرلمانيون، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي، الزملاء البرلمانيون الأعزاء، السيدات والسادة ممثلو مؤسسات الدولة، سيداتي وسادتي. Je suis honoré d'être aujourd'hui parmi vous en Côte d'Ivoire, un pays envers lequel nous éprouvons en Algérie un profond respect et une très grande estime pour participer à la cérémonie officielle d'ouverture de la session ordinaire de votre agence Auguste Assemblée pour l'an 2023. Je suis honoré également d'effectuer ma première visite dans ce beau et accueillant pays, le pays de la Kaaba. Je voudrais tout d'abord exprimer en mon nom et au nom de la délégation qui m'accompagne notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au président, au gouvernement, au peuple ainsi qu'au Parlement de la Côte d'Ivoire pour le chaleureux et fraternel accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée à la ville d'Abidjan, en particulier à l'endroit de mon ami le président Adama Bictogo. Mesdames et messieurs, nous suivons en Algérie avec un intérêt particulier la situation en Côte d'Ivoire et nous saluons les progrès remarquables qui ont été réalisés sur les plans politiques et économiques sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Tebboune m'a chargé de lui transmettre ses salutations fraternelles et ses sincères félicitations pour ses précieux acquis au service du peuple ivoirien frère. C'est grâce à cette vision éclairée que la Côte d'Ivoire a réussi à reprendre la place qui lui sied comme locomotive économique en Afrique de l'Ouest et réaliser des avancées remarquables dans le domaine du développement, notamment dans les infrastructures. Nous nous félicitons également de la stabilité et la paix qui règne en Côte d'Ivoire, surmontant ainsi avec sagesse une période critique de son histoire politique en faisant prévaloir le dialogue et la réconciliation entre ses enfants. Il ne fait aucun doute que les résultats importants auxquels sont parvenus le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile à l'issue de la 5e phase du dialogue politique devront inévitablement renforcer cette stabilité et aider toutes les parties à travailler ensemble pour que ce beau pays reprenne son rôle d'antan au niveau régional et continental. En Algérie, nous nous félicitons et soutenons fortement cette attitude civilisée
qui nous honore. L'Algérie et la Côte d'Ivoire ont œuvré depuis leur indépendance à bâtir des relations singulières basées sur la confiance, le respect mutuel, le soutien et la dignité et le développement des peuples africains. En Algérie, nous sommes animés d'une grande ambition pour hisser les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays et de promouvoir au niveau du potentiel considérable des deux pays. Nous demeurons convaincus que les aspects de complémentarité entre nos deux pays, ainsi que les énergies dont ils recèlent, constituent des fondements singuliers pour bâtir une coopération forte et fructueuse. Je demeure convaincu que nous, en tant que parlementaires, allons continuer à donner un nouvel élan aux relations de coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire afin de répondre aux aspirations de nos deux peuples, et c'est une fierté que les deux groupes parlementaires d'amitié entre les deux pays. Je demeure convaincu que notre appartenance africaine commune, notre vision partagée d'un avenir meilleur et un monde où règne la paix nous permettra d'atteindre nos objectifs. Conscient des rôles et des responsabilités régionales et continentales qui leur incombent, l'Algérie et la Côte d'Ivoire œuvrent dans le cadre de l'Union africaine à résoudre les conflits, à lutter contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et les conséquences désastreuses du changement climatique pour nous défaire de cette image déplorable qui nous présente comme un continent d'instabilité et de pauvreté. L'Afrique est riche à tout égard. Il nous incombe ainsi de réaliser le saut qualitatif requis pour reprendre notre place dans la gouvernance mondiale, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et d'imposer avant toute chose l'agenda africain et choisir les partenaires qui conviennent aux intérêts de nos peuples pour assurer un réel et effectif bénéfice des richesses du continent africain et procéder ainsi à leur transformation et industrialisation locale dans l'intérêt du développement et la création d'emplois pour les jeunes. Chers collègues, mesdames et messieurs, afin de ne plus se retrouver marginalisés à nouveau, il est impératif d'impliquer dans les changements accélérés que connaît la situation internationale actuelle, notamment les conflits, les crises énergiques, alimentaires. Nous y serons mieux préparés en approfondissant la démocratie, la gouvernance et l'état de droit, tout en préservant les particularités et les traditions de nos peuples, notamment les femmes et les jeunes. Je n'ai nul doute que nos institutions parlementaires sont mobilisées pour accompagner cet objectif stratégique. Que votre session soit fructueuse et empreinte de succès pour l'intérêt de ce pays. Je réitère mes remerciements au président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, pour son aimable invitation, ainsi que pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Merci pour votre attention. Que la paix soit sur vous. Voilà, c'était le discours d'Ibrahim Bougali, président de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie, qui a souhaité que les parlements ivoiriens et algériens soient les fers de lance de la redynamisation de la coopération économique et diplomatique entre les deux pays. L'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, invité spécial, chères sœurs. À présent, le discours de la présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, Madame Mapisa Nkakula. Elle est la 5e personnalité à prononcer un discours à ce pupitre avant celui de l'invité spécial, la présidente de l'Assemblée nationale de France. Excellence, Monsieur le vice-président
Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adama Bitogo et vos vice-présidents, Mesdames et Messieurs les présidents de Parlement des autres assemblées nationales ici rassemblées, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations des institutions internationales, chers membres de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, l'Assemblée nationale de votre pays, au nom de l'ensemble du peuple sud-africain. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour votre élection en qualité de président, car vous dirigez un bras essentiel du pays et c'est le secteur législatif. L'invitation que vous nous avez faite, non seulement de participer, mais de prendre la parole dans l'hémicycle à une telle occasion, est un honneur pour notre pays et démontre la profondeur de l'amitié entre nos peuples. L'amitié et la coopération que nous avons se basent sur des liens historiques qui remontent à la solidarité qu'a exprimé le peuple ivoirien au peuple sud-africain dans notre lutte contre l'apartheid. En reconnaissance de cette relation particulière, Feu le président Nelson Mandela a visité votre pays en 1991 après sa sortie de prison pour remercier votre pays et votre population pour l'appui apporté à notre population dans cette lutte pour la démocratie et la liberté. Depuis lors, nos pays continuent de bénéficier de relations cordiales et les deux pays cherchent à approfondir la collaboration dans divers domaines. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais vous remercier de votre générosité, vous remercier de votre hospitalité et pour l'accueil chaleureux qui nous a été exprimé depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la coopération entre nos deux pays s'est formalisée avec la mise en place d'une commission conjointe pour la coopération et avec la signature de différents protocoles d'accord entre nos pays. Au cours de la visite d'État du président Ramaphosa et la visite qui a été effectuée par le président Ouattara en 2021 et 2022, respectivement. Le fait que ces accords bilatéraux ne soient pas seulement sur papier nous encourage, car cela a mené à une augmentation des relations commerciales entre nos pays et nous sommes passés de 1,3 milliard à 2 milliards entre 2019 et 2021 au cœur de la pandémie de COVID-19. C'est une étape majeure qui est de bon augure entre les relations entre nos deux pays qui partagent de nombreuses similitudes en termes culturels, économiques et de développement social, bien que nous soyons à des zones éloignées du continent africain. Nous voulons naturellement nous baser sur cela pour aller de l'avant. Nous voulons féliciter votre pays car votre pays a réussi à gérer, à contenir l'impact de la pandémie à COVID-19 et son impact sur l'économie, alors que beaucoup de pays à travers le monde en ont fortement souffert. Nous pensons que cela vous place dans une position où vous pouvez profiter de la reprise post-pandémie COVID-19. C'est un avantage qui va également être profitable à notre coopération et à nos relations commerciales. Nos populations, par le passé, ont fait montre de résilience et vont continuer de le faire. Nous avons tous apporté des changements politiques et sociaux. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid légal et la Côte d'Ivoire a réussi sa transition de la dictature militaire vers la démocratie. Ces similitudes vont continuer d'imprégner nos valeurs partagées et notre engagement en faveur de la coopération pour un bénéfice mutuel. Nos pays ont tous les deux un potentiel agricole majeur
qui pourra aider à améliorer la sécurité alimentaire et des opportunités d'emploi. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire peuvent également collaborer dans le secteur du tourisme en utilisant les forces des uns des autres pour développer des destinations uniques et attrayantes pour les touristes. Nos deux pays, avec les efforts des parlementaires, peuvent faire usage de leurs positions respectives pour promouvoir la stabilité et la démocratie sur notre continent. Les deux pays peuvent travailler de concert pour répondre aux défis liés à la sécurité aux frontières et lutter contre le terrorisme urbain et le crime organisé. L'Afrique du Sud a également la volonté de partager sa propre expérience de transition démocratique avec la Côte d'Ivoire, alors que vous-même traversez votre propre processus de paix et de réconciliation pour la reconstruction et le développement après un conflit. Nous devons redéfinir les lignes de notre avenir pour notre continent. Nous devons le faire nous-mêmes et ensemble, nous devons placer notre destin entre nos mains, surmonter l'obstacle de la langue pour définir notre développement et notre démocratie. Nos parlements doivent donc travailler ensemble pour consolider les efforts et coopérer sur les agendas, sur les forums parlementaires, notamment le Parlement panafricain, l'Union parlementaire africaine et l'Union parlementaire internationale. Nous devons renforcer la démocratie et l'union parlementaire. Pour nos parlementaires et pour leurs responsables. Monsieur le Président, pour conclure, cette longue relation va continuer d'être un avantage pour la coopération politique et à d'autres niveaux. Nos deux nations peuvent continuer de travailler ensemble pour défendre la paix, la stabilité, la démocratie, le développement économique, afin que notre continent soit prospère. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Pour la présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, qui a relevé plusieurs secteurs de coopération qui pourraient être envisagés entre les deux pays, la santé, l'éducation, etc. Présidente de l'Assemblée nationale française et invitée d'honneur de cette cérémonie. L'invité d'honneur de cette cérémonie sera dans quelques instants au perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à l'invitation du président Adama Bictogo. Les deux personnalités s'étaient déjà rencontrées en septembre 2022 à Paris. Un discours très attendu qui certainement nous donnera certaines lignes de la coopération entre les deux pays. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, cher Adama Bictogo, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de prendre la parole ici, dans cet hémicycle. En septembre dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale de la République française le président Bictogo pour un entretien d'une grande cordialité qui témoignait déjà de l'amitié qui se nouait entre nous, au-delà de celle qui s'est nouée depuis bien longtemps entre nos deux pays. Aujourd'hui, cher Adama, vous me rendez la politesse au centuple en me conviant à intervenir dans votre hémicycle pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Session ordinaire pour vous, moment extraordinaire pour moi, car c'est la première fois que je m'exprime devant un Parlement hors de France. C'est aussi mon premier déplacement officiel sur le continent africain. Et je
et je vous prie de croire que je mesure toute la chance et la responsabilité qui sont les miennes en m'exprimant devant vous à cette tribune. Grâce à vous, cher Président, je parle à la représentation nationale ivoirienne dans toute sa pluralité. Et à travers ces élus ici rassemblés, je salue une grande nation africaine, amie de la France. Grâce à vous, Monsieur le Président, je parle aussi à plusieurs pays africains, d'Alger au Cap, de Dakar à Djibouti, représentés ici par nos homologues. Grâce à vous, Monsieur le Président, je parle à l'Afrique. Et grâce à vous, Monsieur le Président, je parle à l'avenir du monde. Un quart de l'Assemblée générale des Nations unies, 1/6 de la population mondiale avec près d'1,5 milliard d'habitants et une jeunesse radieuse. Oui, l'Afrique est un continent qui doit être respecté. Oui, vous comptez et vous compterez de plus en plus dans les grands équilibres du monde. Le passé, nous le connaissons. Cette histoire, nous la regardons en face. Nous devons l'assumer pour mieux parvenir à la dépasser, ensemble. Car telle est bien notre fonction de responsable politique. L'histoire, nous ne la subissons pas. Nous la forgeons par nos votes et par nos décisions. Nous nous emparons d'elle pour en changer le cours. C'est justement ce qu'ont réussi à faire Félix Houphouët-Boigny et les autres pionniers des indépendances africaines. C'est aussi ce que nous voulons faire maintenant, car le présent et l'avenir, nous avons pour mission de les imaginer, de les façonner, et par là de transformer en profondeur les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. C'est ce message que je suis venue porter ici, au nom de la représentation nationale française, au peuple de votre continent. Le président de la République française, au cours de son récent voyage en Afrique centrale et australe, a exposé sa vision du lien entre nos deux continents. Pour relever les grands défis mondiaux, pour renforcer leur souveraineté respective dans un monde où d'autres cherchent à s'imposer par la force, l'Europe et l'Afrique ont aujourd'hui l'opportunité d'un nouveau partenariat, d'une relation équilibrée. Entre nos pays, la coopération économique a déjà changé de nature. Une métropole comme Abidjan, forte de ses 6,5 millions d'habitants, a lancé des projets d'ampleur, tels que la construction d'un métro, d'un aéroport international rénové, des infrastructures majeures sur lesquelles nos entreprises travaillent en partenariat avec les entreprises ivoiriennes. Sur la base de tels échanges, c'est une véritable co-industrialisation que nous pouvons bâtir à travers nos petites, moyennes et grandes entreprises ivoiriennes et françaises, africaines et européennes. Et au moment où les nouvelles technologies, la numérisation et maintenant l'intelligence artificielle révolutionnent nos modes de production au plan mondial, travailler ensemble à relever le défi numérique, c'est ouvrir de vastes perspectives de croissance et de développement dans l'intérêt de tous et spécialement de nos jeunes. De même, 2024 sera une grande année sportive qui nous donnera l'occasion d'œuvrer conjointement à la réussite de 2 grands rendez-vous internationaux. La Coupe d'Afrique des Nations, ici, en Côte d'Ivoire, puis les prochains Jeux Olympiques en France. 2 échéances majeures qui témoigneront concrètement des liens qui sont les nôtres, puisqu'elles seront préparées, suivies, encouragées, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Dans cette incroyable et foisonnante ville d'Abidjan,
Une communauté française très active assure le lien entre nous, à travers un précieux réseau d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Et de même en France, des Ivoiriens, des Maliens, des Tunisiens, des Sénégalais, les diasporas de toute l'Afrique sont à l'œuvre dans nos entreprises, dans nos universités, dans nos associations, passeurs indispensables entre nos cultures. Car le nouveau partenariat franco-africain est aussi culturel, ce qui revêt une importance stratégique en ce nouveau millénaire où l'image, la notoriété, l'invention sont devenues créatrices de valeur ajoutée. La future Maison des mondes africains, à Paris, contribuera à mettre en lumière la vitalité, le dynamisme de vos jeunes créateurs. De nos jours, les arts, la mode, la musique, le cinéma, l'animation, l'univers des jeux vidéo n'appartiennent déjà plus aux nations. Ils synthétisent des influences multiples et les cultures africaines y exercent tout leur attrait. C'est dire que notre partenariat culturel n'est plus seulement institutionnel, il recouvre aussi de véritables industries créatives qui donnent leur chance à nos jeunes et qui renouvellent le goût, la vision, les perceptions même de nos concitoyens en un vaste échange interculturel. Dans ce mouvement global, la francophonie représente, je le crois, un atout précieux. À cet égard, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convié ici les sections africaines de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce Parlement transnational qui œuvre pour la paix et la compréhension mutuelle. Car la langue française a depuis longtemps échappé à la France, qui ne compte plus qu'un quart de ses locuteurs sur le plan mondial. C'est ici, en Afrique, que la langue de Molière est devenue aussi celle de Tahar Ben Jelloul et de Amadou Kourouma. C'est ici que des millions de francophones font vivre notre langue commune, se l'appropriant sans craindre de l'enrichir. Le Nouchi, parlé à Abidjan, le montre avec éclat. Notre nouveau partenariat culturel est aussi patrimonial, comme en attestent déjà de récentes restitutions d'œuvres d'art ou de témoignages du passé africain. Comme l'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron, une loi cadre sur les restitutions sera prochainement soumise au Parlement français. L'Assemblée nationale, et j'en prends devant vous l'engagement, examinera avec soin ce texte emblématique. Et bientôt, le fameux tambour parleur, le tambour Gigi Ayoke, fera de nouveau entendre sa voix en terre ébriée, amplifiant pour l'ensemble du continent un processus régulier et bien encadré dans lequel restitution rimera avec valorisation. Là encore, en matière de muséographie et de conservation, l'expérience et l'expertise se partagent sans dommage. Loin de s'amoindrir, elles se renforcent dans l'échange. Dans notre partenariat culturel, nous devons également collectivement affirmer comme fondamental le droit à la vérité, qui à l'heure du numérique va plus loin que la seule liberté de la presse. Le droit d'accéder à des contenus de qualité, le droit de se former et de s'informer, le droit d'échanger librement entre citoyens de bonne foi, ce qui constitue l'aspiration légitime de la société civile dans l'ensemble de nos pays. Ainsi qu'il s'agisse d'information, de culture, d'économie, le maître mot de notre nouvelle relation est en définitive celui de partenariat. Oui, la France est partenaire de l'Afrique et partage avec elle des intérêts vitaux. Oui, la France se sent concernée quand les pays du continent africain sont touchés par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucun de nos pays n'est responsable de ce conflit, mais tous nous en pâtissons dans nos exportations comme dans nos importations, dans le renchérissement des prix alimentaires, dans les tensions qui crispent le marché de l'énergie, dans la rupture des circuits commerciaux qui déstabilisent des pans entiers de nos économies.
Ainsi, la France a œuvré en vue de faciliter les exportations de blé, parce qu'elle a conscience que la guerre en Ukraine n'est pas un conflit local, pas un simple conflit en Europe, ni un conflit entre Européens, mais bien une crise géopolitique de portée mondiale qui appelle sur la scène internationale une action solidaire de tous ceux qui veulent la paix et la prospérité au nord comme au sud de la Méditerranée. Je sais que nous partageons tous cette idée que la souveraineté et l'intégrité territoriale des États doit être respectée. On ne peut accepter que l'usage de la force armée viole le droit international, ce bien précieux, que je remercie la Côte d'Ivoire et de nombreux pays africains d'avoir défendu à l'Assemblée générale des Nations unies. De manière plus large, nos pays sont confrontés aux mêmes défis globaux. Atteinte à l'environnement, pandémie, terrorisme, autant de fléaux qui ignorent les frontières et menacent indifféremment tous nos concitoyens. C'est ensemble, en mettant en commun nos efforts et nos ressources, que nous parviendrons à les combattre efficacement. Nous avons donc des responsabilités partagées. En s'engageant contre la déforestation, en préparant ensemble le récent sommet sur les forêts qui s'est tenu en mars dernier au Gabon, la France et ses alliés préservent l'avenir de tous nos enfants. En créant une académie internationale de lutte contre le terrorisme, la France et la Côte d'Ivoire font ensemble œuvre utile pour combattre la menace. Et c'est dans cette même logique partenariale que s'effectuera la transformation de notre présence militaire sur le continent africain. Comme l'a rappelé le président de la République, il ne s'agira pas de nous désengager, mais de concentrer notre appui sur des actions de formation et d'équipement. En tissant des relations de parlement à parlement, en tissant des relations de peuple à peuple, comme nous le faisons aujourd'hui, la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que de nombreux autres pays, font avancer la démocratie, les droits de l'homme et de la paix. Je me suis rendue en Pologne, en Allemagne, en Ukraine, en Arménie. Me voici devant vous aujourd'hui pour vous dire « Oui, je crois en la diplomatie parlementaire, en son efficacité. » De même, je considère comme un devoir de parler aux forces vives, les personnalités qui sont engagées dans la défense des droits. En tant qu'élue, je me ferai la porte-parole de l'Afrique en France et en Europe, afin de contribuer à changer le regard porté sur votre continent, afin de faire mieux connaître vos aspirations. En tant que femme, la première à présider l'Assemblée nationale en France, je voudrais enfin dire mon admiration pour mes sœurs africaines, pour ces femmes qui, à travers les tempêtes de l'histoire et toutes les difficultés de la vie, avec générosité, ténacité, font vivre l'Afrique. Ces citoyennes, je les ai rencontrées, à Paris d'abord, où à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, des voix africaines ont pu s'exprimer à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Et puis ici, en Côte d'Ivoire, à travers une série de visites qui m'ont mise en contact avec des figures féminines de votre société. Les femmes, en s'émancipant, modernisent chaque jour un peu plus nos pays et renforcent la démocratie. Je vois ici des collègues députés, des homologues, présidentes d'Assemblée, je voudrais les saluer. Mes homologues rwandaises, mes homologues sud-africaines, mon homologue angolaise et notre homologue togolaise. Des femmes qui sont investies comme moi d'un mandat politique. Là encore, nous avons une responsabilité partagée, celle de faire émerger l'égalité véritable, l'égalité des droits, qui n'est pas une invention occidentale, car longtemps l'Occident n'en a pas voulu, mais qui est tout simplement une exigence de la raison et la forme la plus accomplie de la justice sur terre.
Mesdames et messieurs, chers collègues parlementaires de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique entière, j'aurais tant à vous dire encore sur notre avenir commun et nos responsabilités partagées. Toutefois, Monsieur le Président, cher Adama Bictogo, je m'en voudrais de monopoliser la parole dans cette assemblée qui m'accueille et où je suis venue d'abord pour écouter, pour entendre et pour comprendre. J'évoquais tout à l'heure Amadou Kourouma. Je suivrai donc son conseil. Ce ne sont pas par ses discours et ses gesticulations, mais par le silence et le sérieux que le sage se distingue dans une assemblée. Je vous remercie. Voilà, c'était l'allocution de Yael Braun-Pivet. Les femmes s'émancipant modernisent nos sociétés. Un des temps forts de cette adresse, que dis-je, de cet hommage aux femmes du monde. C'était la première allocution devant une assemblée africaine depuis son élection le 28 juin 2022. Yael Braun-Pivet indique qu'il faut également transformer les relations entre l'Afrique et l'Europe. Les deux continents ont l'opportunité de créer des relations équilibrées. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France, chère amie Yael, je voudrais saluer tous les différents intervenants et vous exprimer au nom donc de mes collègues de l'Assemblée de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel toute notre gratitude pour la prise de parole par les différents présidents de Parlement des pays frères et amis. Comme vous le savez, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'occasion de prononcer un discours. Permettez-moi donc de me livrer à cet exercice après la brillante intervention de ma très chère Yael, mais surtout de toutes les interventions qui ont ramassé à la vérité ce que je voulais dire. Mais ceci étant, il est de mon devoir de m'adresser à mes collègues et aux distingués invités que vous êtes. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs de délégation des parlements frères et amis, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres-gouverneurs des districts autonomes, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux et chefs de service, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et militaires du rang, distingués chefs traditionnels et religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés, il y a de cela 3 mois, la cérémonie de clôture de la session parlementaire 2022 nous donnait droit à des vacances parlementaires méritées après plusieurs mois d'intenses travaux. Je suis très heureux de vous retrouver ce jour en ce lieu plein de symboles de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Je suis particulièrement heureux, d'autant plus que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023, marquant la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale, constitue mon tout premier discours d'ouverture de session en ma qualité de président élu de notre institution commune. Assurément, pour chacun et chacune d'entre nous, ce retour agréable au sein de l'hémicycle revêt un cachet spécial, que dis-je, historique, fort de la qualité de nos invités de ce jour. Aussi me plaît-il d'adresser à l'ensemble de nos convives, en votre nom à tous et à mon nom personnel, nos fraternelles et chaleureuses salutations ainsi que nos remerciements les plus sincères. Sans faire de la litanie
qu'il me soit permis de saluer particulièrement certains de nos illustres invités, en commençant par Monsieur le vice-président de la République, Son Excellence Monsieur Tiemoko Mele Kone, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Monsieur le vice-président de la République, la représentation nationale s'honore une fois de plus de votre présence parmi nous à l'occasion de cette rentrée parlementaire en dépit des contraintes liées à votre agenda. L'ensemble des élus voudraient vous exprimer par ma voix leur sincère gratitude. Je voudrais vous prier de bien vouloir adresser nos respectueuses et différentes salutations au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et lui traduire toute notre admiration pour la transformation qualitative de notre économie et de notre société. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Patrick Hachi, pour être coutumier de nos séances depuis des années, cet hémicycle ne vous connaît que trop bien. Je vous prie de recevoir nos salutations les plus distinguées. Monsieur le Président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, je voudrais me réjouir tout particulièrement de votre présence parmi nous avec l'ensemble des sénateurs traduisant ainsi la complémentarité et l'excellence des rapports entre nos deux chambres. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, cette rentrée parlementaire est pour moi l'occasion idoine pour vous exprimer mon infinie gratitude pour la qualité des rapports qui unit l'ensemble des institutions de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales, nous apprécions au plus haut point votre amitié et votre appui aux institutions de la République et au peuple ivoirien. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays et vos organisations respectives. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, honorables députés, chers invités, Mesdames et Messieurs, l'ouverture de cette session ordinaire est particulière, non pas du fait de sa solennité, mais du fait qu'elle enregistre la participation de 25 délégations de parlements amis, parmi lesquels nous comptons 14 présidents de parlement et des représentants des assemblées interparlementaires. C'est un réel privilège pour notre Assemblée de souhaiter la traditionnelle Akwaba en Côte d'Ivoire et la cordiale bienvenue dans cet hémicycle. Je voudrais en tout premier lieu saluer ma collègue et très chère amie, Son Excellence Madame Yael Braun-Pivet, mon invitée d'honneur, présidente de l'Assemblée nationale française et sa délégation. Madame la Présidente, votre première visite en Côte d'Ivoire en tant que présidente de l'Assemblée nationale française est l'expression de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France portée par deux grandes figures de notre époque, à savoir leur Excellence le président Alassane Ouattara et le président Emmanuel Macron. C'est un réel honneur que je partage avec mes collègues députés ivoiriens de vous adresser nos sincères et vives félicitations en qualité de première femme à occuper la fonction de présidente de l'Assemblée nationale française depuis le mardi 28 juin 2022. En effet, votre élection en qualité de présidente de cette illustre institution apparaît comme une belle contribution au combat pour l'égalité homme-femme.
Elle ouvre, ainsi que vous l'aviez indiqué, un chapitre du grand livre de la vie parlementaire française, un chapitre du grand livre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans la même dynamique du renforcement de la coopération parlementaire, il m'est agréable de saluer mon invité spécial, ma sœur, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, Mapisa Nkakula. Madame la Présidente, vous m'avez fait l'honneur tout récemment, du 8 au 10 février 2023, de bien vouloir me convier au Congrès du Parlement de l'Afrique du Sud, où j'ai encore une fois pu apprécier l'incroyable richesse, la beauté et le contraste harmonieux qui caractérisent les différentes régions de votre pays. Je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler mon attachement aux relations Sud-Sud et plus particulièrement dans le cadre du renforcement de l'axe Abidjan-Johannesburg. Il me plaît particulièrement de faire noter que parmi les 14 présidents d'institutions parlementaires qui nous honorent ce jour, nous comptons une présence féminine, précisément 4 grandes dames ici présentes. Je voudrais, de façon spéciale, nous inviter à leur rendre un vibrant hommage et leur exprimer toute notre admiration pour leur audace et sens de leadership en se hissant à la tête d'aussi importantes institutions dans leurs pays respectifs. Aye. Votre présence est le témoignage de la fraternité et de la solidarité. Par le rapprochement de nos différentes institutions, nous, représentation nationale, pouvons grandement contribuer à l'intégration sous-régionale et au développement social, économique, culturel et politique de nos États. C'est au nom de ces grandes valeurs que je veux encore vous renouveler notre fraternité. Je vous suis personnellement gré pour cette disponibilité légendaire. Je ne saurais continuer sans saluer mes frères, messieurs les présidents des parlements. Je voudrais que nous leur rendions un vibrant hommage à ces présidents qui ont... Il faut bien que l'égalité apparaisse en tout temps et en tout lieu. Je vous suis personnellement gré pour cette disponibilité légendaire. Je mesure également à quel point vous avez dû aménager vos agendas pour nous honorer de cette présence si effective. Je vous en remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, avant de poursuivre mon propos, je voudrais remercier, Mesdames et Messieurs, mes très chers collègues présidents d'Assemblée nationale qui ont pris la parole, au nom de tous, pour témoigner leur attachement à notre pays, aux valeurs universelles d'amour, de tolérance, de solidarité et de fraternité. En retour, je leur exprime au nom de la représentation nationale et à mon nom propre notre gratitude et notre reconnaissance pour les propos aimables à l'endroit des hautes autorités de notre pays, à notre endroit, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires présents.
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, cette année 2023 constitue une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Nous devons, malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie pour hisser notre pays au rang des pays porteurs d'espérance et de fraternité vraie, comme nous le rappelle fort opportunément notre hymne national, l'abidjanaise. Je voudrais nous inviter à cultiver la tolérance sous toutes ses formes, aux fins d'avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur de nos concitoyens. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nos institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie, en termes de développement intégré, de promotion d'un vivre ensemble sans faille, dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, en effet, il nous faut, sur la base de l'existant, renforcer et entretenir cette idée de famille parlementaire qui m'est chère et qui vise à faire de notre Chambre un creuset de solidarité et du vivre ensemble. Ainsi, à travers le dialogue, nous parvenons, grâce à la recherche d'un consensus, à entretenir des relations de fraternité sincères et vraies qui sont le socle d'une nation moderne et contribuent à renforcer notre démocratie. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour vous exprimer ma joie et la fierté que je ressens pour l'esprit de famille qui règne au sein de notre hémicycle, que nous avons chacun, à son niveau, contribué à mettre en place et qui constitue aujourd'hui l'une des identités fièrement remarquables de notre institution partout où nous sommes invités. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers collègues, cet esprit de famille se manifeste également à travers l'enthousiasme des députés et leur implication dans chacune des activités de l'Assemblée nationale, et ce, quel que soit leur bord politique. Cela démontre tout l'intérêt que chacun de nous accorde à notre chambre commune et à notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays que nous voulons, solidaire, prospère et riche de sa diversité. C'est aussi dans cet élan de recherche de la cohésion et de la paix que le président de la République, fort de son leadership et de sa clairvoyance, a fait montre de dextérité et d'un sang-froid olympien pour la résolution de la crise des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. C'est pourquoi, chers collègues, je voudrais saluer le rôle moteur de négociateur en chef du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour la résolution apaisée de cette crise et le retour au pays de nos valeureux soldats. Nous voulons exprimer notre admiration au président de la République pour son pacifisme, ainsi qu'à l'ensemble des chefs d'État, notamment son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, et son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, et les autorités maliennes
qui se sont mobilisés en vue d'aplanir cette situation difficile, aussi bien pour les familles respectives des soldats que pour la nation tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à ce stade de mon propos, dans le cadre du fonctionnement efficient de notre Chambre, il vous souvient que dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution à l'effet de lui donner tout son prestige à travers le e-Parlement. Dans cette optique, j'ai pu entamer avec le processus de digitalisation, dont l'une des étapes est la mise à disposition des tablettes aux députés, ce qui vient d'être fait. Les tablettes sont disponibles et vous allez les prendre. Il peut vous en montrer les images du stock. Quant à la diplomatie parlementaire, un des axes majeurs de mon engagement, elle a permis de renforcer nos liens de fraternité et d'amitié avec les parlements frères et repositionner notre institution dans toutes les organisations interparlementaires. C'est à juste titre que je voudrais me réjouir du témoignage d'amitié et de solidarité, ainsi que l'honneur ressenti par notre représentation à travers la forte présence des présidents d'assemblée des différentes délégations parlementaires et des organisations interparlementaires à cette ouverture de la session ordinaire. Face aux défis et enjeux actuels, plus que jamais, l'activité internationale des parlements complète ainsi habilement l'action diplomatique des gouvernements. Dans une complémentarité et synergie d'action avec la diplomatie dévolue exclusivement aux États nationaux, je voudrais nous exhorter à construire une diplomatie parlementaire, une diplomatie des peuples, pragmatique, empreinte d'ouverture vers les autres, sans aucune discrimination et barrière. Fort de notre légitimité de représentants des populations et porteurs de leurs aspirations profondes, nous devons donner un autre visage à notre planète en renforçant notre solidarité à travers la famille parlementaire, dans un monde devenu un village interplanétaire au sein duquel toutes les entités se trouvent liées les unes aux autres. Oui, chers collègues, les défis à relever nous l'imposent. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la présente session ordinaire nous offre l'opportunité de conforter notre rôle de représentant du peuple et d'améliorer notre collaboration avec les autres institutions de la République pour le développement harmonieux de notre pays. En ce sens, et du point de vue du travail parlementaire, est-il important de noter que la session qui démarre aujourd'hui, avec déjà une quinzaine de textes sur le bureau de l'Assemblée nationale, s'annonce aussi riche que la précédente. En effet, nos traditionnels travaux en commission, en séance plénière et nos séances d'information parlementaire, la session 2023 sera mise à profit pour aborder plusieurs préoccupations dont j'ai pu évoquer certaines lors de mon discours de clôture de la session 2022. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en harmonie avec la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition au cours de l'examen du projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. À ce propos, je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes, afin que ces initiatives, à l'image de propositions contenues
dans le projet de loi portant promotion des start-up numériques deviennent une réalité manifeste en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. Au regard des thématiques abordées lors des forats parlementaires, notamment au niveau de l'Union interparlementaire, l'UIP, ainsi notre 145e Assemblée, tenue à Kigali, au Rwanda, du 11 au 15 octobre 2022, sous la houlette de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, affichait déjà cette vision à travers le thème « Égalité des sexes et Parlement sensible au genre, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique ». La forte présence des femmes présidentes d'institutions parlementaires à cette cérémonie de ce jour en est le témoignage le plus éloquent. On ne le dira jamais assez, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue le fondement de la stabilité de toute nation et par conséquent un gage certain de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, outre le projet de loi consacré à la jeunesse, d'autres seront examinés par la représentation nationale et aborderont plusieurs problématiques, à savoir la lutte contre l'inflation et l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre l'incivisme sur les routes avec l'instauration d'une juridiction spéciale, la réforme du statut général de la fonction publique, le statut des diplomates, les questions environnementales avec l'examen du Code de l'eau et de celui de l'environnement, pour ne citer que cela. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pour mener à bien l'ensemble de ces réformes législatives dont notre pays a besoin, une collaboration intelligente avec le gouvernement est nécessaire. Aussi, suis-je convaincu que l'exécutif ne ménagera aucun effort pour répondre diligemment et efficacement à toutes nos préoccupations et interrogations, afin que, dans une synergie d'action, les résultats de nos délibérations permettent de tracer les sillons nouveaux d'une Côte d'Ivoire en phase avec les enjeux du moment. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. À la hauteur de cette responsabilité, qui est la nôtre, et convaincu que nous en prenons la juste mesure, je ne doute point de notre volonté à animer de façon sincère les débats et les délibérations que nous aurons au cours de cette session 2023. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers honorables collègues, distingués invités, comme nous pouvons le constater ensemble, la présente session s'ouvre dans un contexte où le monde est confronté à de nombreux défis, notamment l'extrémisme violent et le terrorisme, le changement climatique, la gestion des conséquences de la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences directes sur l'inflation et le multilatéralisme, la résurgence d'un monde des blocs et enfin l'immigration qu'il faut traiter en relation avec la variable démographique. Tous ces défis ont contribué à fragiliser nos économies et tous nos plans de développement. C'est pourquoi je voudrais en appeler à une mutualisation de nos forces, de nos législations, pour un monde plus juste, équitable et solidaire. Notre communauté de destin
engage non seulement notre responsabilité commune, mais aussi l'histoire nous l'impose avec un fort sentiment d'espérance et de prise en compte des aspirations profondes et légitimes de nos mandants, les populations. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions parlementaires sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est sur ces notes d'espérance que je voudrais souhaiter à toutes et à tous une fructueuse session 2023. Puissent les travaux de notre session être à la hauteur des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui nous ont accordé leur confiance et surtout, bon retour à toutes les délégations amies venues rehausser l'éclat de cette mémorable cérémonie. Vive la coopération interparlementaire, vive l'Assemblée nationale, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vive la coopération interparlementaire, vive l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Damabik Togo, met fin à cette série de 7 allocutions au cours de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2023. L'hymne national de la Côte d'Ivoire à unisson résonnant dans cet hémicycle. Très belle cérémonie qui met fin. Là, il a prononcé la France à quarantaine. Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de notre séance. Au nom de l'ensemble des députés et à mon nom personnel, je tiens à remercier tous nos illustres invités pour leur distinguée présence à cette cérémonie marquant l'ouverture officielle de nos activités pour l'année 2023. Je voudrais tout particulièrement remercier d'une part Mesdames les présidentes des Assemblées nationales de France, d'Afrique du Sud et du Rwanda, de l'Angola, et d'autre part, Messieurs les présidents des Assemblées nationales du Sénégal, du Niger, de l'Algérie, du Cap-Vert, de Djibouti, du Burundi, de la Centrafrique, du Bénin, du Burkina, de la Guinée et de tous les vice-présidents qui ont représenté les différentes assemblées nationales respectives de leur pays. Avant de lever la séance, je voudrais vous convier à la photo de famille sur les marches de l'esplanade de notre auguste institution. La séance de photos sera suivie d'un déjeuner. En votre honneur, les agents dédiés au protocole vous y guideront. La séance... Sur ce, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 6
du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la session ordinaire de l'année 2023. Je vous remercie. La séance est levée. Voilà, je le disais tantôt, très belle cérémonie qui met fin aux vacances parlementaires. Je suis toujours avec mon consultant, monsieur